Terence Crawford peut-il battre Canelo Alvarez dans le méga choc le 13 septembre à Las Vegas? Boutsenis va-t-il faire des dégâts en super welter? Vassili Lomachenko, qui vient de prendre sa retraite, est-il une légende du noble art? Vous allez tout savoir de ces questions dans Jab & Hook, notre format box. C'est parti, générique. C'est un plaisir que de retrouver mes compères de Jab & Hook, notre format box. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas pu revenir. Question, je vous l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, de logistique, puisque j'étais en plein déménagement. Mais comme je vous ai dit, je suis définitivement à Nice désormais. Donc on peut reprendre ces formats box dans les beaux studios Ricordia sur la promenade des Anglais. Et c'est un plaisir d'être avec mes deux compères, je le disais. Comment ça va, Kabir? Ça va super, merci. Et toi? Ça va. Je te vois en pleine télé dans le studio. Là, c'est magnifique, c'est beau. Comment ça va, Dylan? Bah ça va, nickel. Cool, content d'être de retour. Écoute, il fallait le petit temps, tu connais la logistique d'un déménagement, elle est pas simple, mais voilà, on est calé, on est bien, j'ai ma photo dédicace de Naoya sur la table, mes affiches derrière, on est bien. Par contre, comme on s'est pas vu depuis longtemps, le programme est très chargé, les gars, puisqu'il y a eu pas mal d'actu box ces derniers temps, donc on va avoir un programme très dense aujourd'hui, et on va commencer par ce que vous avez vu sur la miniature quand vous avez cliqué sur notre vidéo, à savoir l'annonce officielle qui est tombée depuis notre dernier Jab & Hook. C'est officiel, Terence Crawford défiera Canelo Alvarez pour toutes les ceintures des super moyens. Ce sera le 13 septembre à Las Vegas, à Legion Stadium, 65 000 personnes. Ça va être un show extraordinaire. On va bien sûr vous proposer dans Jab & Hook des previews bien fournis, bien détaillés, bien techniques de ce gros choc. Mais comme ça a été officialisé, je voulais déjà avoir votre premier avis. Vous voyez, la preview trop précoce, comme on l'appelle, de ce combat-là. La question, elle est simple, les gars. Il peut le faire, Bud? Est-ce que Crawford peut marquer l'histoire? Il monte de 2 catégories et faire tomber Canelo pour devenir 3 fois undisputed dans 3 catégories différentes, ce qui le placerait dans un art très rare. Les gars, qui veut commencer? Kabir, vas-y, je te laisse commencer. Parce que je sais pas du tout, donc je vais te laisser, je te laisse dans la merde. J'en sais pas beaucoup plus, hein. Je suis aussi dans l'inconnu et c'est vrai que là on est en 2025 et s'il y a 1 ou 2 ans tu m'avais dit ouais, Crawford contre Canelo, j'aurais eu la même réaction que celle qu'on a aujourd'hui lorsqu'on dit Inoue contre Gervonta par exemple, tu vois. Donc ça paraît délirant quand on regarde tout ce qui aurait pu, enfin tout ce qui s'est passé dans les dernières années, mais grâce à la Riyadh Season forcément et tout ce qui va avec, hein, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le fait que ce combat soit diffusé sur Netflix, c'est un truc dont je pense Dylan en parlera, mais tu sais, c'est fait que c'est un combat, c'est vraiment un dream fight qui va se passer. Et donc, c'est pas facile à pronostiquer de but en blanc. Après, Terence Crawford, on va jamais nier toutes ses qualités athlétiques en tant que boxeur. Et justement, on vous redirige vers la vidéo sur le top pound for pound des boxeurs actuels. Il est clairement dans le top 3 et pas troisième pour moi. Donc, bon, ça veut dire que c'est un combattant qui a tout le mérite et qui a, à mon avis, tout ce qu'il faut pour pouvoir créer l'exploit. Donc, je pense qu'il peut le faire, mais ça va être compliqué. Bah, si quelqu'un peut le faire, c'est lui. En fait, c'est ça le truc. C'est que si quelqu'un peut le faire, c'est lui. S'il y a un gars qui a les capacités techniques, parce que là, en fait, le truc, c'est comment tu pallies une différence physique aussi énorme, sachant qu'en plus, Canelo, il est pas très grand. La preuve, on a vu le premier face-off, en fait, ils font la même taille, hein. Donc Canelo est pas très grand, donc Canelo va pas le tenir à distance. Et c'est pas parce que Canelo fait 2 mètres que ça va être compliqué. On n'est pas sur du Fury Vic. Là, c'est plus Canelo, c'est un rock. Le mec il est trapu, il est costaud. Il a été champion du monde jusqu'en light heavy, en battant Kovalev en plus, à l'époque où Kovalev c'était quelque chose quand même, en le mettant KO. Donc on sait que Canelo, même si il est en baisse de régime, la vraie, pour moi, la plus grosse inconnue de tout ça, c'est pas tellement est-ce que Crawford peut le faire, parce que, encore une fois, si un seul gars dans l'histoire de la boxe peut faire ce genre de truc, bah, c'est bien Terence Crawford. La question, c'est est-ce que Canelo va retrouver son niveau et est-ce que surtout sa baisse de régime et sa baisse de niveau étaient dépendantes de son opposition? Et est-ce que là, maintenant qu'il a un vrai défi et un truc qui peut aussi cimenter un peu plus son héritage, est-ce que Canelo il va arriver plein badin, lancé comme un frelon et il va éclater Crawford physiquement, parce qu'on va retrouver le Canelo d'il y a 2 ans, en fait, le Canelo de 2-3 ans, du super run incroyable qu'il a fait pour être undisputed super middle. Il suffit qu'il soit motivé, qu'il retrouve un peu l'envie de boxer, parce que c'est pareil, hein, quand tu es à 70 combats pro, c'est difficile, hein, d'avoir envie de boxer, de monter dans un ring, que tu as déjà du fric, enfin, c'est voilà. Là, c'est un combat qui peut vraiment asseoir Canelo comme un all-time great. Donc je pense que Canelo peut arriver très motivé. Et si Canelo arrive très en forme, très motivé, attention quand même, hein. J'ai aucun doute qu'on verra pas le Canelo qu'on a vu contre School. C'est aucun souci là-dessus, Dylan. Je te rejoins vraiment, parce que là, il a la motivation.
plus qu'un combat à gagner, c'est un combat à pas perdre. C'est un combat à pas perdre parce que t'es plus dans la discussion du meilleur boxeur de ta génération. C'est Terence Crawford. Et c'est bouclé. Ou Usyk d'ailleurs. Désolé Dylan, hein, je sais ton amour d'Usyk et tu sais. Crawford, là, t'es obligé de... Ouais, t'es obligé de... On est d'accord. On s'incline devant ça. Donc il joue beaucoup à perdre. Tu vois, s'il perd Canelo, c'est vraiment énorme. On parle beaucoup, moi, sur cette preview trop précoce. J'avais envie de parler de ce que vous avez déjà évoqué, mais cette notion de taille, de poids, parce que beaucoup disent qu'il est beaucoup trop gros pour Crawford. On rappelle donc que Crawford monte de 2 catégories en dessous et il a fait 154 que pour un seul combat pour l'instant. Il était plutôt à 147 ces dernières années. Donc il y a cette différence. Il est plus grand, tu l'as dit, Crawford. Il a plus d'allonge. Il est plus grand, quand je dis plus grand, 2 cm, hein, mais il a un peu plus d'allonge. Par contre, il est moins lourd. Oui, c'est pas. Voilà, naturellement, tu l'as dit, plus trapu, plus robuste. Canelo, c'est plus fort physiquement. Moi, j'ai envie. Alors, c'était pas le même Canelo, mais on a eu un cas, hein, quand même, dans son passé, de mec qui était naturellement plus petit que lui, moins lourd, un tout petit peu plus grand et un tout petit peu plus d'allonge, et qu'il a outboxé. Il s'appelle Floyd Mayweather. Et moi, je considère qu'on peut mettre des Terence Crawford dans le même genre d'air qu'un Floyd Mayweather. Donc, pour moi, il peut le faire. Je vois quelques points techniques aussi sur lesquels je pense que Crawford peut vraiment avoir des avantages. Cette bataille du jab, les gars. Cette bataille du jab et la capacité de Crawford à implémenter son jab dans n'importe quelle position de main. Moi, le Canelo, encore plus dernièrement, il a du mal parfois avec ça, avec cette gestion, cette bataille de jab, d'autant qu'avec les switches, Crawford peut se mettre vraiment en stance opposé, quoi. Donc cette bataille de la main qui sera la plus haute. On l'a vu, quand tu as une bonne utilisation du jab contre Canelo, je pense à Bivol par exemple, eh ben, il a du mal à mettre cette pression dont tu parlais, Dylan. Tu vois, cette pression qu'il essaie d'implémenter dans ses combats, il a du mal et tu as des grandes sessions où il fait pas grand-chose dans ces cas-là. Et pour finir sur cette analyse-là, qui est vraiment une pré-analyse, on y reviendra bien plus en profondeur plus tard, les gars, mais il y avait aussi cette idée de... Moi, je lis beaucoup, il va pas pouvoir mettre KO Canelo. Mais il n'en a pas besoin. Il suffit d'être meilleur sur 12 rounds. Il suffit de le outboxer sur 12 rounds, il suffit de bien utiliser tout ça. Et j'ai l'impression qu'il peut le faire, moi. Si je devais parier aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il peut le faire et j'ai l'impression qu'il va le faire. Et ce que je disais dans notre classement pound for pound, c'est-à-dire Canelo sera plus motivé, il n'y a pas de souci, Dylan. Par contre, je pense vraiment qu'il est sur la pente descendante. On n'a plus le Canelo Prime. Est-ce qu'on a le Crawford Prime? J'en suis pas sûr non plus. Hein. Il est près de 40 ans aussi, je crois. Pas sûr non plus. Mais j'y crois. J'y crois, il va le faire, les gars. Ouais, c'est pas impossible. Et c'est vrai que tu parlais du Canelo qui a affronté Mayweather, mais lui, il était tout frais, tout jeune. C'était il y a plus de 10 ans. Et donc, entre-temps, il y a une grosse rouille qui s'est accumulée. C'est pas une rouille du fait de l'âge, forcément, mais c'est juste l'expérience et les combats qu'il fait. Il boxe assez régulièrement. Justement, ce qu'on a beaucoup reproché à Crawford, c'est de pas être assez régulier. C'est pour ça que, justement, dans cette discussion de pound for pound, il est pas tout le temps dans le top. Mais Canelo, il boxe assez souvent et peut-être même un peu trop, ou en tout cas, pas des adversaires. On va dire, de son pédigré. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on peut lui reprocher ce point-là. En revanche, c'est vrai que je pense que, ouais, on l'a vu face à Madrimov. Crawford, il est venu dans une nouvelle catégorie. Il a fait qu'un seul combat en 154, comme tu l'as dit, contre, à mon sens, hein, le plus dur de cette catégorie physiquement et même d'un point de vue pugilistique. Il a réussi à tenir la distance. Effectivement, il n'a pas mis KO. Madrimov, il a été très dur. Il a pas démérité d'ailleurs. Il a gagné de beaux rounds. Mais derrière, c'est quand même Crawford qui s'en est tiré. Et je pense qu'on peut se tendre vers un scénario qui est assez similaire où on pourrait avoir un Crawford qui arrive à outboxer, comme tu le dis, parce qu'il est capable de boxer gaucher comme droitier, parce qu'il a une bonne gestion de la longe, de la distance, parce qu'il est capable de mettre en échec et de réduire et de contrer la pression de Canelo, sachant que Canelo met de moins en moins de pression, on le voit au fil de ses combats. Tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent lui permettre d'avoir la victoire face à Canelo, clairement. Les angles aussi, les angles, la prise d'angle. Et je pense que ça va être tout le truc, c'est que Canelo, il va essayer de dominer, de gérer le ring en fait, de couper le ring en permanence pour éviter que Crawford s'installe, de le mettre dans le coin et d'aller le tabasser en fait, parce que de toute façon, tu peux faire que ça et c'est la méthode la plus simple et la plus efficace quand t'es plus costaud qu'un gars, hein, c'est de le mettre dans un coin et de le tabasser et de pas le laisser s'imposer techniquement. Sauf que le truc, c'est que Crawford, comme déjà c'est un switch hitter, effectivement, comme disait Alex, et qu'en plus, Crawford, c'est une gestion des angles qui est quand même. Il y a peut-être Bam Rodriguez qui est au-dessus de lui, mais bon, on est dans le top 2, le top 3 actuellement de la boxe moderne. Il peut sortir d'à peu près n'importe quelle situation, Crawford. Donc, ça va être intéressant, effectivement, c'est une préanalyse, donc on va pas rentrer dans les détails. Par contre, il y a la mauvaise nouvelle de tout ce truc-là, et je fais vite, promis, c'est quand même Netflix. Bordel Parce que vraiment, la dernière fois qu'on a eu un fight sur Netflix, rappelez-vous de la catastrophe.
Avant celui-là, il y a un autre fight sur Netflix qui sera beaucoup moins regardé, faut être clair, même si ça va être un combat phénoménal. C'est Cathy Taylor contre Amanda Serrano 3, qui est en juillet, je crois. Donc il y a un autre fight avant sur Netflix. J'espère que ça va leur servir de test, mais pas en mode ah bah c'est bon, on a réussi sur Taylor Serrano 3, donc en fait on est prêt pour Crawford Canelo. Dylan, je te coupe sur un truc parce que, en effet, t'as raison. Si on reproduit ce qu'on a eu pour Tyson Paul, la meilleure chance de voir le combat, ce sera le lendemain en replay, hein, parce que t'auras pas de bug. Par contre, moi j'ai l'impression, et je sais que ça va nous rendre tristes tous les trois parce que la boxe n'est plus ce qu'elle était à une époque, et j'ai l'impression que Crawford Canelo ça fait jamais les chiffres de Tyson Paul, tout simplement. Mais il n'y a aucun combat qui fait Tyson Paul de toute façon. Et que leurs serveurs, j'ose espérer que leurs serveurs tiendront beaucoup mieux sur ce genre d'opposition, tu vois, que sur un Jake Paul, Mike Tyson, tout simplement. Après, si au Mexique il est aussi sur Netflix, que c'est un contrat, je sais pas si c'est un contrat mondial ou si c'est un contrat ou si c'est des contrats régionaux, parce que je sais qu'au Mexique, normalement, les fights de Canelo sont censés être sur la télé publique, justement parce que c'est comme nous, par exemple, avec Roland Garros, avec la finale de Top 14, de machin, de trucs, où en fait, tu es obligé, il y a des sports qui sont protégés. Canelo, il est protégé au Mexique. Normalement, c'est censé être sur la télé publique. Si au Mexique, c'est aussi sur Netflix, on est dans la merde. Hein. Vraiment. Parce que là, ça va faire un chiffre monumental, hein, ce fight. Hein. Ouais, j'ai pas l'info pour le coup, on se renseignera d'ici là. Mais en tout cas, combat très intriguant, moi les gars. Il y a beaucoup de points techniques, c'est pour ça qu'on s'amusera à faire une énorme et longue preview parce que ça mérite. Il y a beaucoup de choses. Quand je revoyais un peu la carrière de Canelo, quand tu vois, je te citais Mayweather, Erislandy Lara, qui pour beaucoup aurait dû avoir la décision contre lui. Enfin, c'est controversé. William Skull. Il l'a empêché en tout cas de boxer, même s'il en a rien fait derrière. Lara et Skull, ils n'ont pas généré assez d'offensive, on va dire, pour assurer cette décision, surtout Skull. Mais tu vois, ce genre de mouvement que les trois ont fait contre Canelo, qui était plutôt, comme tu disais, Dylan, en mode j'essaye de couper le ring, ça a toujours gêné Canelo. Il boxe pas bien contre ça. Mais à la fois, Crawford, c'est pas sa spécialité de boxer comme ça. Mais est-ce qu'il peut le faire? C'est un master boxer. Enfin, il y a 150 questions, on a 150 réponses différentes, et ça va juste être un régal. On finit là-dessus, mais sur le côté régal, les gars, c'est quand même cool à voir. C'est quand même voilà, c'est ce genre de choc. C'est pour ça qu'on se lève la nuit. Hein. On est d'accord, Dylan? Bah là, oui, là vraiment. On en parlait avec Naoya qui peut-être c'est moins événementiel, etc. Et même les derniers fights de Canelo où moi, je l'ai regardé le lendemain en replay, tu vois. Ce qui normalement est pas censé arriver. T'es censé les fights de Canelo, t'es censé les regarder. Et pour le coup, Crawford, ça fait des années que j'ai pas loupé un fight à lui en direct, tu vois. Parce que lui, c'est événementiel. Lui, il boxe tous les un an et demi. Et à chaque fois qu'il boxe, là, c'est pas de la rigolade quand même. Parce que juste ces deux derniers fights, Spence et Madrimov, c'est gros fight, hein, vraiment. Là, t'enchaînes avec Canelo. En fait, sa fin de carrière, il est en train, Crawford, vraiment de cocher des cases. Et évidemment qu'il y a le pognon, parce que je pense qu'il va prendre là un chèque monumental, mais il coche des cases de legacy et ça, moi, ça me plaît énormément. Avant de partir à la retraite, là, il est en train de sculpter sa propre statue, vraiment. Exactement. Et puis il y a ce fameux zéro qui conserve encore. Hein. Il est toujours invaincu, il faut le rappeler, c'est super important. Et tu le disais, c'est vrai que Crawford, il boxe pas beaucoup, mais quand il boxe, une semaine avant, tout le monde est sur les starting blocks. Donc ça, c'est sûr que ça va être agréable à voir. Puis là, il prend un risque, il n'est pas obligé de le faire, ce fight. Moi, je suis désolé, mais c'est comme Usyk qui reprend Fury, qui reprend Dubois et tout. C'est ça la grandeur aussi. C'est des fights qui sont pas obligés de faire. Les mecs, Crawford aujourd'hui, il part. C'est pas grave, il part top 3 pound for pound. Ça fait 10 ans quasiment qu'il est dans le top pound for pound. Il part double undisputed et tout. Il n'est pas obligé de le faire, ce fight. Il le fait pour le pognon, évidemment, encore une fois, mais il le fait surtout pour la legacy, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça beau. Kabir, tu disais une semaine avant, mais là on est 3 mois avant, on commence à en parler. Hein, donc là c'est autre chose encore. Moi je suis déjà à fond, hein, je suis déjà à fond. On passe encore le step au-dessus. Et j'ai une dernière question, mais j'y pensais en vous écoutant là, juste là. S'il le fait, Bud, si Crawford il s'impose, vous croyez qu'on le revoit un jour dans un ring? Moi je pense qu'il s'en va là. Non, qu'il aille faire du catch ou du MMA, peu importe, il fait ce qu'il veut, c'est bon. En tout cas, il a déjà fini le jeu déjà, mais on est content. Non, on le reverra pas. Trop d'argent en plus. Donc là, le chèque qu'il va prendre, si en plus il gagne, et là, même s'il perd, hein, je pense, en vrai, c'est à mon avis son dernier fight. Hein. Qu'est-ce que tu veux aller chercher de plus gros en termes médiatiques, en termes de legacy, en termes de challenge, hein, que d'aller chercher Canelo? Enfin, je veux dire, il va pas monter, il va pas aller chercher Bivol, tu vois. Donc, à un moment donné, et il va pas redescendre pour aller chercher en dessous. Enfin, ça a aucun sens. Il n'y a plus personne, de toute façon. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, il y en a un qui est monté en super welter, il a déjà prévu son coup. Exactement. Et on va en parler un peu plus tard dans l'émission, monsieur Boots Ennis. C'est le seul truc où je me dis, peut-être, je ne sais pas, si dans un timing court, Boots Ennis prend une ou deux ceintures en 154, est-ce qu'ils n'arrivent pas à convaincre Crawford de redescendre? J'y crois pas hein, comme ça, mais je me dis c'est peut-être le seul défi un peu sympa. Puis redescendre quand tu as fait 168, ça paraît compliqué. Je pense qu'il dépose les gants, comme tu dis Dylan, quoi qu'il arrive, le 13 septembre. Mais alors si tu pars en ayant détrôné Canelo avec les 4 ceintures super middle,
Yallah. On en reparlera plus tard à ce moment-là, mais ta place dans l'histoire, elle est très haute. Hein. Elle est très, très, très haute. Bon, puisqu'on parle de place dans l'histoire, les gars, on passe à notre gros débat du jour. Que je voulais, on s'en est tous parlé en off avant cette émission. Vassili Lomachenko a pris sa retraite. L'ancien champion du monde dans 3 catégories, double champion olympique, bien sûr, une carrière phénoménale. La question n'est pas de savoir s'il va être au Hall of Fame. Pour moi, elle est réglée, cette question. Pour moi, s'il avait jamais fait un seul combat pro, il méritait d'être au Hall of Fame déjà. 396-1 en amateur, le 1, il l'a vengé plusieurs fois, double champion olympique. C'était réglé de base. Non, là, la question, ça va être, est-ce que c'est une légende de la boxe professionnelle? Ce qui est très différent. Très, très différent. Je vais être taquin dans ma première question, messieurs. La même semaine, Lomachenko et Kosei Tanaka, le japonais, ont pris leur retraite. C'est les deux qui ont conquis des championnats du monde dans 3 divisions le plus vite dans l'histoire de la boxe. Ils sont à égalité. En vrai, en boxe pro, est-ce que le résumé de Tanaka, il a vraiment quelque chose à envier à celui de Lomachenko, les gars? Non, pour moi, clairement pas. Bah non. Pour moi, vraiment, clairement pas. Et que Loma, je vais mettre les pieds dans le plat direct, Loma, sans sa carrière, alors attention, parce que Lomachenko, c'est comme Mayweather, c'est comme, je sais que c'est très clivant comme sujet, donc laissez-moi aller au bout avant de commenter. Je vous vois déjà la taper sur votre clavier. Loma, si t'as pas cette carrière amateur-là, il serait pas à ce niveau-là en termes de fame, de respect, t'appelles ça comme tu veux. Il en serait pas là. Donc si Loma, si le Loma est à ce point posé sur un piédestal dans la boxe pro moderne, c'est parce qu'il arrivait et que quand il arrivait, il était déjà surhypé. À son 2e fight, il combat déjà pour une ceinture. Enfin, je veux dire, il est déjà surhypé. Et c'est son style de combat aussi qui a beaucoup joué. La communication autour de son style de combat, le côté The Matrix, machin, tout ça. La boxe ukrainienne aussi, avec l'arrivée d'Usyk, ça a boosté, on va dire, sa cote de popularité. Par contre, si on est très factuel, qu'on s'assoit 2 secondes et tout, si on nommait complètement sa carrière amateur, qui effectivement est juste phénoménale, c'est peut-être top 3 des boxeurs amateurs de tous les temps, sa carrière pro, t'es pas dans des débats de est-ce que c'est le GOAT, est-ce que c'est pas le GOAT, hein. Enfin, on est loin de ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il a une carrière plus plus. Et pour revenir sur Kosei Tanaka, il y a aussi l'aspect business finalement qui est aussi à prendre en compte. Kosei Tanaka, il a jamais boxé en dehors du Japon. Et Loma, son premier fight, il l'a fait aux États-Unis. Il a fait presque tous ses fights. D'ailleurs, tous ses fights, il les a quasi tous fait aux États-Unis. Donc, c'est un combattant, comme tu le disais, Dylan, qui a été catapulté et de manière légitime. Il est loin d'être illégitime parce qu'on le rappelle, il fait aussi partie de cette génération dorée des boxeurs de 2012, des Jeux Olympiques de 2012. Donc, forcément, il est légitime et il mérite d'avoir eu des chances pour le titre aussi rapidement. Mais c'est le combo finalement, gros palmarès amateur et excellent même palmarès amateur. Championnat du monde très rapidement, style ultra visuel et il est arrivé dans la bonne génération, dans une KT où ça bouge beaucoup parce que Tanaka il est aussi chez les super mouches. Voilà, malheureusement, les petites catégories elles souffrent aussi de ce manque de reconnaissance. Donc il est là dans la catégorie des poids légers et il a toujours eu du monde dans cette catégorie et même sur la fin on a beaucoup échangé. Je me rappelle justement avec Dylan quand on faisait un react de son combat contre Kambosos. On imaginait déjà potentiellement essayer de repartir sur un run pour essayer d'avoir une unification, voire même un undisputed. Et donc forcément, il y avait les noms de Henny qui étaient sur la table, il y avait aussi le nom de Gervonta, forcément. Et donc tous ces points-là font que Loma, il a forcément une plus grosse aura que Tanaka. Mais c'est vrai que sur le plan purement sportif, les deux n'ont rien à envier. Alors, je pense que pour revenir sur ce que tu sais, tu vois, votre débrief après Kambosos, je pense qu'il n'avait plus la tête à ça. Lomachenko, ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'a plus vraiment la tête à ça et je pense que c'est une bonne décision qu'il prend en soi. C'est un mec qui a des records, hein, comme tu dis, parce qu'avec sa carrière amateur, forcément, on l'a accéléré très vite. C'est le mec qui a été champion du monde le plus rapide de l'histoire à égalité dans la boxe, le plus rapide à être champion dans 3 catégories, je le disais, avec Tanaka, considéré numéro 1 pound for pound par beaucoup de mecs hein, quand il était à son prime et c'était assez légitime. C'est un débat que je trouve hyper intéressant. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, en termes de style, vous en parliez, en termes d'effet waouh, en termes de mâchoire qui se baisse, moi, sur les dernières années, mis à part, parce que vous savez que ça a une place à part, mais mis à part Naoya, il n'y a personne qui m'a fait décrocher la mâchoire comme Lomachenko. Il n'y a personne qui, sur des séquences, m'a fait dire mais qu'est-ce que c'est que ce boxeur? Qu'est-ce que c'est que ce boxeur extraordinaire?
absolument extraordinaire. Ouais, tout le monde voulait reproduire, enfin tu vois, dans les salles de Tu boxe regardes aussi. un combat de Loma, le lendemain, tu vas à la salle, tu essayes de faire les mêmes, t'essayes de faire les mêmes, parce que c'est impressionnant ce qu'il faisait, c'était impressionnant. Et il y avait justement toute cette approche intellectuelle finalement de la boxe avec sa gestion des angles, sa gestion, tu disais, du bras avant, parce qu'il est gaucher, il a forcément une bonne gestion du bras avant, des angles, cette manière qu'il a d'esquiver, tu sais, même tout le lore autour de lui, et qu'on parlait comme s'il maîtrisait la matrice, il voyait tous les coups venir. C'est vrai que c'était super impressionnant. Il y a eu beaucoup de marketing. Il a été sponsorisé très rapidement par une grande marque, etc. Enfin, tout était fait de sorte à ce qu'il soit aussi sur le devant de la scène et qu'il soit justement dans la discussion des top pound for pound. Bah, tu te levais la nuit pour regarder Loma. On en revient au truc de tout à l'heure. Tu te levais la nuit pour regarder Loma. Et ça, c'était quand même, c'est quand même un indicateur pour nous, Européens, je pense. Quand tu te lèves la nuit, c'est que vraiment, tu as envie de voir le mec boxer. Après, moi, j'ai une réserve. Et effectivement, c'est la discussion un peu qu'on avait eu en off en parlant du fil conducteur là, de cette émission. C'est si tu prends la carrière de Loma, c'est qui sa plus grosse victoire, quoi. Et effectivement, sa plus grosse victoire, c'est quoi? C'est Gary Allen Russell Jr. Yeah. Je pense. Sincèrement, je pense. Tu vois. Donc, c'est quand même, entre-temps, il y a 18 fights de plus. Enfin, typiquement, après, je suis d'accord avec Alex pour dire que ça fait longtemps qu'il n'a peut-être plus la tête à ça. Mais les défaites contre Heini, même si scoring compliqué, fight compliqué à scorer, ok. La défaite contre Théo, où là, vraiment, on a vu les limites, je trouve, du style de Loma, c'est-à-dire ce truc de télécharger les données. En plus, moi, ça me gonfle cette expression, mais bon. On a vu les limites de démarrer comme un diesel, et du coup, c'est difficile de rattraper ton retard quand tu as laissé passer 6-7 rounds, où en fait, tu es à un moment où tu es obligé de mettre des downs ou un KO. Et en fait, il a pas, on aurait pu s'attendre à ce qu'un mec comme Lomachenko, avec le pédigré amateur qu'il a, fasse encore mieux. Je dis pas qu'il a pas bien fait, je dis pas qu'il a pas une belle carrière pro, loin de là. Et puis respect quand même, parce qu'encore une fois, Hall of Famer, etc., sans aucun doute. Mais t'es obligé. En fait, Loma, c'est presque un what if. S'il s'était mis à fond, la tête baissée, et qu'il n'avait pas eu tous ces moments de off, ces moments de je reviens pas, je prends ma retraite, je prends pas ma retraite, alors finalement je combats pour une ceinture, en fait non. S'il n'y avait pas eu tout ça, je pense que Loma, ça aurait pu être vraiment. On aurait pu être dans la discussion du GOAT, tu vois, de toutes les catégories qui entourent. Toutes les catégories autour des plumes. Là, malheureusement, pour moi, il y a un côté what if chez Loma. Ouais, je suis d'accord. Mais après, il n'a pas été facilité. La catégorie des légers, même si elle est ultra compétitive de base, il y a beaucoup de combats qui se sont évités du fait à cause de l'aspect business. Et un autre point qu'on oublie souvent, mais il y a le Covid aussi qui est passé par là. Ça a ralenti beaucoup de négociations, beaucoup de fights, beaucoup d'événements. Donc voilà. Mais je sais pas pour lui donner des excuses, je suis 100% en phase avec toi. Mais c'est vrai que je me dis que ça aurait pu être mieux. Mais ouais, là, c'est comme. Moi, je suis content quand même qu'il ait été là et je suis content de l'avoir vécu. Parce que je pense qu'effectivement, dans 10-15 ans, les gens ils vont voir ces combats, ils vont dire mais c'était pas possible, comment il faisait ça et tout. C'est un des plus fun qu'on a vu, je l'ai dit, c'est un des plus extraordinaires boxeurs qu'on ait vu. Ouais, qu'on se prenne pas, et t'as raison Dylan, parce qu'on peut paraître sévère. Moi j'ai adoré ce mec-là, enfin, c'est un boxeur extraordinaire et je marquais aucun de ses combats. Il y a quand même 4 mecs à 130 en super plume, qui est sans doute son meilleur poids, je pense, là où il était le plus prime. Il y a quand même 4 mecs de suite dans des championnats du monde qui fait abandonner. Le mec devient Lomachenko. Enfin, c'est un boxeur extraordinaire, mais je reviens à ta question. C'est qui sa meilleure victoire? C'est Gary Russell Jr. Les 2 grands rendez-vous de de sa carrière, tu peux penser ce que tu veux du scoring, mais il les perd. Il perd ces 2 combats. Ouais. Et dans 15 ans, puisqu'on parlait place dans l'histoire, quand les mecs regarderont BoxRec et verront, tu vois, ceux qui n'auront pas vu le combat ou qui prendront pas le temps de le revoir, ils se diront juste ces 2 défaites dans les plus grands rendez-vous. Avant tous ces rendez-vous-là, au moment prime, tu vois, super plume, début des légers pour Loma, tu sais que tu demandes à plein de gens, il n'y a pas de débat, ils pensent tous que Loma aura une carrière plus all-time great que Usyk. Possiblement, à mon avis. Parce que Usyk n'est pas encore en lourd, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, les gars. Usyk sera largement devant dans les débats, dans ce genre de débat. Moi, je pense que Lomachenko représente, c'est dur, mais avec ces 2 défaites-là, il représente exactement le symbole de la ligne d'écart que tu as entre les Hall of Famers sûrs, qu'il est extraordinaire boxeur, et les all-time greats. Tu vois, j'ai utilisé légende dans mon intro, mais je me dis, vous savez qu'en boxe, on utilise les all-time greats, les plus grands de tous les temps, enfin voilà, les grands. J'ai l'impression que dans cette génération, on aura Inoue, on aura Usyk, on aura Crawford, on aura sans doute Canelo. Je suis pas sûr qu'on ait Lomachenko dans les all-time greats. Je pense pas. Non.
Pas chez les Ouais. pros. Pas chez Non, les pros. c'est ça. Tu vois, exact. Si tu prends total, bien sûr, de la boxe globale, mais chez les pros, non. Chez les pros, je le mets pas, donc il est, tu vois, il est à cette limite-là. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il aurait fallu du coup pour qu'il soit en dehors de cette limite à votre avis? Bah, déjà, il aurait fallu qu'il aille au bout de son Undisputed. C'est horrible à dire, mais en fait, le fight contre Théo, c'est vraiment la bascule. Hein, Ouais. parce qu'effectivement, sa première défaite sur son deuxième fight, deuxième fight, déjà championnat du monde, etc. Ça, c'est le genre de défaite excusable, entre gros guillemets, où tu peux quand même baser ta carrière là-dessus, sur cet échec-là, et repartir plus fort. La défaite contre Théo, où du coup, il a été chercher les ceintures une par une. Et qui finit par perdre contre Théo, ça c'est quand même c'est casse-gueule, quoi, tu vois. C'est le moment où je pense sa carrière elle switch il est sur une dynamique ultra positive, il est sur un run de ouf. Effectivement, c'est avant le Covid en plus, tu avais raison de le souligner, Kabir. Mais il est sur la bonne dynamique, et là il perd contre Théo, quoi. Et là je pense que ça a tout arrêté, parce qu'en plus personne ne le voyait perdre contre Théo, mais personne. Ouais. Donc, et puis il perd assez. Le scoring est peut-être sévère, mais il perd assez. Enfin, il y a pas de débat sur le fait qu'il ait perdu ce fight. Et il le perd même pas parce que Théo est meilleur que lui, je pense vraiment pas. Il le perd par grosse erreur stratégique de démarrer vraiment trop lentement, et il s'y met jamais. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu dis putain, Loma, ok, c'est flashy, son style c'est efficace. Le mec, ok, plus grand boxeur amateur de tous les temps, ou top 3 du moins. Mais et apparemment, il manque un truc quand même. Il manque un truc dans le grand rendez-vous de sa carrière, il manque un truc. Et après, contre Heini, quand il revient, effectivement, il a plus la tête à ça et tout. Mais contre Heini, c'est un très beau combat d'esthète, c'est un très beau combat technique. Mais Lomachenko doit jamais perdre contre Devin Haney. Je suis Non. désolé. Avec tout le respect Non. que j'ai pour Devin Haney, hein. Il doit jamais C'est- perdre contre Devin Haney. C'est-à-dire que si c'est le Lomachenko qu'on voyait et dont on nous parlait, il doit pas perdre contre Eni. Il doit pas perdre contre Lopez, il doit pas perdre contre Lopez non plus. Je suis désolé. Ouais, c'est ça aussi, tu vois, qui fait pour moi cette différence-là. C'est extraordinaire, mais j'ai un mec qui m'a fait une comparaison que j'ai vue sur les réseaux que j'ai trouvé fabuleuse si vous connaissez la NBA, parce qu'elle est sévère, mais je comprends ce qu'il veut dire. Il en parlait comme du Jason Williams de la NBA. C'était un meneur hyper spectaculaire qui faisait des passes flashy qu'on a sans doute jamais vu, tu vois, un côté spectacle incroyable. C'était un basketteur incroyable, mais qui n'est pas un all-time great, quoi, qui est pas un grand. Elle est très sévère parce que je pense que Loma est plus haut en boxe que Jason Williams c'était en basket, mais je vois cette idée, tu vois, que c'était vraiment le flashy, quoi, qui nous restera quand même. C'est le grand truc qui restera de sa carrière. Je pense aussi, en analysant, quand je préparais l'émission, je me disais, en fait, ce mec-là, il a un peu divisé la communauté boxe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais t'avais les mecs qui le trouvaient tellement incroyable qu'il était au-dessus de tout le monde. C'était peut-être l'un des meilleurs de l'histoire. Et c'était, tu vois, Lomachenko. Il fallait pas y toucher. Et t'as à l'inverse des mecs qui le descendaient beaucoup plus que ce qu'il méritait, en pensant qu'on le surcotait, qu'en fait il était bidon par rapport à ce qu'on disait. Je sais pas si en fait ce gars-là, on l'a vraiment bien jugé dans sa carrière, les gars. Ah, c'est pas évident. Je pense que c'est aussi Ouais. ça un marqueur d'un combattant qui est dans ce niveau-là sur le plan sportif, c'est qu'il est très polarisant. Tu peux dire la même chose. On a pu dire la même chose de Mayweather, qui il est invaincu, il choisit ses combats, il boxe pas sérieux, il sait pas boxer. Ou il y en a qui disent qu'il est exceptionnel, qu'on n'aura jamais un aussi bon boxeur dans ces catégories-là. Donc je pense que cet aspect polarisant, c'est limite même un point en sa faveur dans la discussion de la place qu'il aura dans l'histoire. Mais effectivement, je suis en phase avec toi sur le fait que les deux gros rendez-vous, en tout cas les gros rendez-vous qu'il aurait pu gagner, il les a manqués. Et c'est ce qui fait de lui un combattant qui sera peut-être justement pas forcément gardé dans l'histoire comme le meilleur de sa génération, mais comme un excellent boxeur, je suis d'accord. Et il fait partie aussi de cette génération des quatre rois de Wish, là. Et ça, je suis désolé, mais non, mais ça lui collera toujours à la peau, parce qu'il fait partie de cette génération des 4-3 qui se sont pas affrontés entre eux, qui se sont évités, qui ont trouvé des excuses. Et ça se trouve, c'est pas lui, hein, qui a évité les autres. On sait pas comment se sont passés les négos en off, mais à la fin de l'histoire, il fera partie de cette génération de légers où il y avait des gigastars dans tous les sens, des boxeurs hyper talentueux et qui se sont jamais croisés. Voilà, il fera partie de ces mecs-là. Et tu vois, tu demandais qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus. Déjà, il aurait fallu battre Teofimo, et je pense que ça aurait changé sa carrière. Mais surtout, je pense qu'il aurait vraiment fallu qu'il affronte les autres gros noms de sa KT à ce moment-là. Quand ta meilleure victoire, enfin ta plus belle victoire, c'est ton troisième fight, qui était en 2014, ouais, ça fait mal, quoi, tu vois. Ça fait mal, ça veut dire que c'est un gâchis derrière. Et encore une fois, moi, Loma, il y a un côté what if, mais au même titre, par exemple, que Gervonta Davis.
Pour moi, c'est le même type de gars. Ils n'ont pas eu l'adversité qu'il faut. Alors, Davis n'a pas de défaite dans les moments importants, donc on verra. Mais c'est ce même type de gars où, du coup, on imagine bien qu'ils sont forts, on sait qu'ils sont forts. On voit bien. Loma, effectivement, quand il était dans le top pound for pound, bah, c'était légitime parce que tu voyais bien son style de boxe. Tu te dis, bah, le mec, en fait, qui va pouvoir l'arrêter? Et en fait, on a trouvé des gens pour l'arrêter. Et là, je trouve que Loma, il part à la retraite en ayant pas. Parce que j'allais dire, c'est un peu. Il est polarisant comme Sugar Ray Leonard. C'est-à-dire, Léonard, il y avait ce truc des gens qui disaient que c'était le meilleur de tous les temps et des gens qui disaient qu'il était ultra surcoté. Mm. Et parce qu'il avait un style flashy, parce qu'il avait un style qui plaisait aussi au grand public, etc. Bon, il y avait en plus le côté hors olympique. Enfin, il y a quand même des parallèles à faire. Mais sauf que Léonard, et on en parlera un jour, mais il a quand même affronté les autres gars, les autres trois, enfin les trois rois restants. Il les a affrontés et il les a même battus. Donc c'est pour ça que Loma, il restera quand même comme ce truc de il y aura un goût d'à peu près. Je te suis sur ça. On sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses, d'autant que les mecs étaient ce qu'on disait de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire qu'ils avaient des promoteurs différents, donc c'est toujours compliqué. On connaît les coulisses de la boxe. Par contre, au moins, Lomachenko, contrairement à Gervonta Davis, il aura pas fait un article tous les ans entre 2016 et 2020 pour dire ouais, je serai bientôt prêt à prendre Loma. Vous inquiétez pas, je serai bientôt prêt à prendre Loma. Tu vois, c'est quand même une des grosses différences. Tu vois, et il a seulement voulu le prendre quand il y avait déjà la guerre en Ukraine, que tu sentais que Loma était plus du tout dans sa carrière. Et là, il a levé la main pour dire bon bah Loma, c'est quand tu veux. Oui, enfin tu vois, dans cette catégorie-là, je le mets pas au même niveau qu'un Gervonta par exemple là-dessus. Non, mais Gervonta, je... c'est le pire. Ouais. De toute façon, je vais pas, encore une fois, pas revenir là-dessus, mais Gervonta, c'est le pire, c'est le guerrier des claviers. Donc, effectivement, je les mets pas au même niveau, mais pour moi, c'est le même truc de tant que, en fait, vous vous êtes pas affrontés entre vous. Donc, à part dire en conférence de presse, en interview et sur Twitter que vous êtes les meilleurs, bah factuellement, on n'en sait rien. Parce qu'en plus, c'est pas comme si vous faisiez un sport où vous pouviez vous taper sur la gueule pour savoir qui est vraiment le meilleur. Dernier petit point, et ensuite je vous donnerai deux petites anecdotes que j'avais aussi sur Loma. Mais on parlait tout à l'heure de la comparaison avec Usyk, tu vois, les deux grands des JO de 2012 de cette génération ukrainienne dorée. Et je trouve qu'en fait, quand tu vois la différence dans les trucs un peu intangibles, un peu cette volonté de gagner. On le sait tous, quand il a un mauvais round, Usyk, c'est une machine dans le round d'après. Et sur les fins de combat, il sait accélérer et aller prendre, tu vois, aller confirmer ses victoires pour laisser aucun doute sur ça. Dans les 12e rounds contre Henry et Lopez, qui étaient des coups serrés, Loma, il n'y avait pas ce truc-là. Ce petit truc-là, je pense qu'un Usyk avait nettement plus interne, tu vois, en lui, une volonté vraiment de gagner et de trucs, tu vois, le truc qui s'explique pas, ça se touche pas, tu vois, c'est pour ça que je dis le mot intangible. Mais je pense que c'est une des grosses différences entre les deux. Je suis peut-être sévère, mais je la vois, ouais. Mentalement, il y avait eu tout un documentaire, c'était avant son fight contre Haney, je crois. C'est qui? C'est Top Rank, du coup, qui avait fait ça. Ils avaient fait toute une série documentaire où ils avaient suivi Loma et justement, ils évoquaient beaucoup, et notamment Anatoly, le père de Loma, ils évoquaient beaucoup le traumatisme post-Teofimo. Et ils évoquaient beaucoup qu'effectivement, il y avait un truc chez Loma, enfin qu'il était, bon, il pouvait pas le dire comme ça, mais ça ronronnait dans ce documentaire que Loma était friable mentalement, qu'il y avait toujours ce truc, qu'il pouvait toujours péter mentalement à tout moment. Usyk, c'est l'exact opposé. Usyk, c'est impossible de le briser mentalement. Peut-être physiquement, c'est difficile, mais alors mentalement, c'est impossible de le briser. Et Loma, pour le coup, tous les fights qu'il perd, c'est parce qu'il laisse passer des rounds. Alors, ok, il télécharge la matrice, machin. C'est parce qu'il laisse passer des rounds, parce que je pense qu'il perd pied, en fait. Et ça n'arrive pas chez Usyk, ça n'arrive pas chez Crawford, ça n'arrive pas chez Naoya, parce que tu prenais l'exemple, enfin, tu parlais de Naoya la dernière fois, que si tu mets Naoya down, bon, bah, t'as intérêt à le laisser par terre, parce qu'après, quand il se relève, il te tue, en fait. Donc, c'est ce qui fait les très grands, c'est ce qui fait le top 3 pound for pound actuel, c'est que c'est des mecs, non seulement techniquement et physiquement, ils sont au-dessus de tout le monde, mais en plus, ils ont un mental. Enfin, c'est un truc de fou. Ils ont un mental à toute épreuve. Kabir, tu voulais rajouter là-dessus? Ouais, j'étais d'accord avec cet aspect-là mental et même hors du ring où en fait tu te rends compte que même on l'avait senti après son dernier combat qu'il y avait aussi une période de flottement dans laquelle il disait qu'il avait besoin de s'éloigner des rings, de faire une pause. Et c'est vrai que tu parlais du documentaire qui était lié à son précédent combat, mais il y a aussi ce truc-là effectivement de cœur. C'est vrai que c'est pas palpable, ça n'a pas vraiment de c'est le cœur et c'est le fait que par exemple, c'est comme tu le dis, quand tu vois Usyk qui embrasse sa croix et qui repart à la guerre et qui fait un round magnifique après s'être fait rouler dessus et s'être fait électrocuter par Fury. Quand tu vois des boxeurs comme ça faire des efforts, et comme tu dis, quand tu vois Inoue qui prend un down et qui revient 3 fois plus fort, c'est des choses qui sont pas palpables et qui font justement cette fameuse distinction
un top pound for pound et un all-time great. Donc je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que Loma, sur cet aspect-là, ça c'est quelque chose qui est, je pense, ça relève limite de l'inné. Et je pense que tous les gens qui sont dans le top 10 pound for pound, ils ont quelque chose en plus, forcément, sinon ils y seraient pas. Et c'est vrai que ça, on l'a senti même sur la fin de carrière et après ses premières défaites qu'il y avait un peu des failles dans l'armure. Et un point sur cette relation aussi, Usyk Lomachenko, parce qu'il est moins connu du grand public. Moi, je sais que vous l'aviez vu aussi, je l'avais partagé il y a quelques temps, un gros article là-dessus. Ils étaient très potes au moment des JO. Ils se sont beaucoup séparés en fin de carrière, notamment après la guerre en Ukraine, à cause de positions très différentes, notamment beaucoup plus pro-russe de la part de Lomachenko. Et donc, faut savoir qu'ils se parlent plus du tout et qu'il y a plutôt une inimitié qu'une amitié aujourd'hui entre les deux grands Ukrainiens. Et je vous disais, je voulais deux petites anecdotes, mais la première qui montre aussi que c'était tellement un boxeur incroyable en amateur que son arrivée chez les pros, pour le coup, elle nous excitait tous. Quand il rencontre les promoteurs avant son premier combat pro, vous savez qu'il négocie pas de bonus de signature. Sa seule négociation, c'est qui peut m'avoir un championnat du monde au premier combat. Qui peut me faire un championnat du monde au premier combat? Tout le monde lui dit non. Haroum lui dit je peux te l'avoir au deuxième si tu veux. Ce sera le cas contre Salido, une défaite d'ailleurs très sale. Il perd très peu, mais c'est Salido avait fait un combat, avait bien sali le combat. Ce qu'il fallait faire, je pense, tu vois, il l'avait sali pour son deuxième chez les pros. C'était parfait stratégiquement. Il ça vous du poids, il y avait plein de trucs, c'était compliqué. Un Salido, Oui, il arrivait trop lourd. Ouais, exactement. Mais tu vois, c'est là où il y a une frustration. Et le côté presque un peu gâché dont tu parlais, Dylan, c'est-à-dire que pour un mec qui arrive chez les pros et qui dit au promoteur championnat du monde au premier combat, bah t'attends qu'à la fin de carrière, il y ait plus dans le CV en fait. Tu vois, c'est ça, la dichotomie entre ces deux trucs-là, elle me satisfait pas pour sa place de all-time great concrètement. Et ma dernière, elle est très perso, mais moi j'ai fait une seule fois les Jeux Olympiques. C'était pour le magazine Sport, qui était un magazine gratuit distribué dans les métros à l'époque. C'était à Pékin en 2008, donc j'y étais. Et le finaliste à Pékin contre Loma, son premier titre olympique, c'est Kedafi Jelkir, le français. Donc je vais voir la finale. Et je ne connais absolument pas Lomachenko, les gars. Et au bout de, 5 minutes de finale, je me retourne vers un collègue que je connaissais pas, un collègue canadien qui est à côté de moi en tribune de presse. Et je lui dis, mais on est en train de voir un truc spécial là. On est en train de voir un petit bonhomme là. J'ai l'impression que je vais en entendre parler pendant longtemps. Mais t'es pas trop planté sur l'analyse, mais j'étais sur le cul, les gars, pour parler franco. Hein. C'était quand tu le connaissais pas, de voir ce mec-là, la façon dont il boxait et tout, incroyable, phénoménal. On a fait le tour pour ce débat Loma. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, les gars, à nous dire ce que vous en pensez, quelle place vous lui mettez et si vous êtes d'accord ou pas avec nos arguments. Ça fait toujours vivre le débat. On passe aux news un peu pêle-mêle, où je vous fais rebondir. Je t'en parlais tout à l'heure, Dylan. Jaron Ennis, Boots Ennis, a annoncé officiellement, champion unifié, on rappelle, chez les welter à 147, qui passait en 154 chez les super welter, qui est une des catés les plus denses aujourd'hui. Le top 10, c'est que des tueurs à gages. Ma question, elle va être simple. On ne sait pas encore quel sera ce premier combat. Vous voulez voir quoi? C'est quoi le match-up qui vous intéresse le plus pour Boots en 154? Moi, là, tout de suite, Madrimov. Moi, je dirais à chaud Madrimov, tout simplement parce qu'il a pris Crawford avant, même s'il a perdu contre Crawford. Et que justement, ça pourra aussi confirmer auprès de Boots qu'il est capable de boxer un gars qui a réussi à tenir la distance face à Crawford. Et je pense pas qu'ils s'affronteront, Crawford et Boots. Comme on se le disait, hein, Crawford, après le fight de septembre, il s'arrête. Il a intérêt à s'arrêter. Il a tout intérêt à s'arrêter, j'ai envie de dire. Mais par contre, ça va laisser de la place dans la catégorie des super welter. Et Boots a clairement tout ce qu'il faut hein, pour unifier et même devenir incontesté dans cette catégorie. Mais s'il arrive à faire le même exploit que Crawford, c'est-à-dire premier fight dans cette catégorie-là, il prend le mec, à mon sens, hein, le plus dur physiquement et même un excellent boxeur, Madrimov, et qu'il arrive à faire une meilleure performance, pourquoi pas que Crawford. Bon, ça permet de bien l'implanter déjà dans cette catégorie, sachant que Madrimov aussi, il a rien à perdre. Il a perdu contre Ortiz un peu plus tôt cette année. Donc, il a aussi. On sait qu'il est toujours au top. Et malheureusement, malgré son énorme niveau, là, il est plutôt positionné en tant que gatekeeper. Et donc, je pense que les deux ont tout intérêt à s'affronter l'un et l'autre pour le premier combat en super welter de Boots. Moi, j'aimerais bien le voir. Alors, contre Madrimov, là où je rejoins Kabir, c'est pour le storytelling, effectivement, par rapport à Crawford, évidemment. Mais justement, pour se détacher un peu de l'ombre de Crawford et tout, moi, je pense qu'il faut qu'il aille chercher une ceinture très vite. Parce qu'il va pas boxer tous les 6 mois non plus, maintenant qu'il monte et qu'il commence à... Enfin, on sait comment ça marche. Plus un boxeur est connu, plus il fait des gros combats, moins il boxe. Hein. Donc, je pense que là, faut pas qu'il perde de temps. Et du coup, honnêtement, je pense que Fundora, c'est son meilleur match-up. Et il a la ceinture WBC, donc ça peut être une idée. Et sinon, le combat que j'aimerais vraiment voir,
enfin, non, les deux combats que j'aimerais vraiment voir, c'est Murtazaliev ou Ortiz. Et Murtazaliev a une ceinture. Donc, c'est le plus logique, je trouve, d'aller chercher l'IBF comme ça. Mais contre Ortiz, le combat serait absolument. Serait fou. Eh ben, Murtazaliev en premier combat Super Welter, je pense que ça, c'est un step, hein. Ah bah oui, c'est un step. Mais justement, je pense que. En fait, mais c'est pas moins ou plus un step que Madrimov, je pense, Ok. à mon avis. Mais je Ok. pense que Murtazaliev, le combat serait dingue. Et surtout, tu réponds direct à des questions. Voilà, y a pas, on va pas passer 4 ans. Tu vois, on vient de parler de Loma. Tu vas pas passer 4 ans à te dire oui, mais est-ce que machin et tout. Tu vas chercher Murtazaliev, tu prends l'IBF et tu bats l'épouvantail de la KT. Bon, bah, Ouais. voilà, hein. On va se parler clairement. Il a dit je veux être une disputette dans 4 catégories. Il a été unifié en welter. Moi, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, Dylan, c'était Murtazaliev. Pour moi, je veux qu'il y aille direct. Et en fait, je rejoins ton analyse, c'est-à-dire que si tu veux nous prouver que tu es bien celui que tu dis être, et vous savez que j'ai commencé à changer d'avis sur Boots, eh ben, il faut y aller direct. Il faut y aller direct parce que si tu es ce que tu dis que tu es, tu dois pouvoir prendre Murtazaliev en premier combat et nous montrer que voilà. Et tu dois nous montrer que tu es bien ce gars, ce guy, tu vois, qui est prêt à conquérir cette catégorie. Après, vous me mettez Ortiz, vous me mettez Madrimov, on prend, hein. Les gars. Ouais, on de toute prend dans façon, tous les cas. C'est une super KT, Ouais. justement, les super welter. Et on le disait, on aurait aimé qu'il fasse le moins de temps possible chez les welter. L'idéal pour son, entre guillemets, sa legacy, c'est qu'il arrive à gratter l'undisputed. Mais je pense que le temps presse. Et chez les super welter, c'est vraiment la KT où il faut qu'il soit pour le moment. En plus, je pense que entre guillemets, les étoiles s'alignent. Puisque on sait que Crawford va bouger, donc il y aura de la place. Et en plus, c'est une belle catégorie. Puis après, on verra ce qu'il fera ensuite. Mais ouais, s'il arrive à monter ensuite doucement, doucement vers les moyens, puis les super moyens, il pourra faire une très très belle carrière. Il a beaucoup de place encore. Et Fundora, c'est cool aussi, hein. Vous parlez de Fundora, ce serait cool aussi. Et ça nous permet, parce qu'on parle de Super Welter, de donner juste l'info que Bakary Samake, ça a été annoncé, défendra sa WC Silver, qui est numéro 4 WBC maintenant, hein. Ce sera contre Andreas Katsourakis. Ce sera là, au début d'année prochaine, si j'ai bien vu. Alors, Samake Promotion a dit que c'était un title eliminator. Je l'ai vu nulle part ailleurs, donc on attendra de voir si ça se confirme. En tout cas, avec Fundora qui est champion, je crois qu'Ortiz est intérim, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, de toute façon, même si c'est éliminé, de toute façon en soi c'est éliminator puisqu'il est numéro 4, mais si tu le perds, tu descends. Enfin, c'est ça l'idée, éliminator un peu. Mais le title shot, voilà, que les gens le sachent, que les gens qui suivent Bakary, il sera pas tout de suite, vu la situation. Non, c'est pas un title eliminator, hein. C'est vraiment de Ouais. la com de Samake Promotion, là, vraiment. Donc voilà, mais en tout cas, ça a été annoncé, donc ça nous permet de passer l'info. Et on a hâte de voir ce que va faire Boots en 154, ça c'est sûr. Petite info, ce qu'on a vu, alors à l'heure où on est diffusé, vous avez peut-être déjà vu sur Jab Live, enfin Insta Live que j'ai fait à Marseille, mais vu qu'on est diffusé après l'enregistrement avec Bruno Suras, donc Rémi Mungouya, l'échantillon B a été confirmé pour son contrôle antidopage positif pour leur combat du mois de mai. On va se diriger, je pense, très assez vite vers une transformation de la défaite de Bruno en no contest. Moi, je voulais pas vous faire réagir sur ça parce que c'est pas forcément le cadre de l'émission. Par contre, j'avais une question, les gars. Eddie Reynoso, le coach de Canelo et de Mungouya, quand c'est le 6e mec qui soit est passé chez toi, soit est chez toi, quand il est contrôlé positif antidopage. Parce que les 6, ils n'étaient pas tous avec lui au moment où ils étaient contrôlés positifs. Mais il y en a quand même 3 ou 4, je crois. 4, je crois. Si c'est dans le vélo, les gars, une équipe de vélo qui a 6 positifs, tu les vous revois jamais dans le peloton. Ah ouais, non. Une Même équipe deux de positifs. Voilà, une équipe de football qui a 6 positifs, ils vont être dans l'œil du cyclone très fort. Ma question est simple, quand est-ce qu'on se réveille, les gars, la boxe? Quand est-ce qu'on arrête ces bêtises là? Quand Canelo il arrêtera de dire que c'était le steak qui était contaminé au clenbuterol. Il y a un moment, il va falloir enquêter, hein. Enfin, tu vois, va falloir. Je pense qu'on ferme les yeux, c'est sûr, mais je me rappelle cette anecdote où il dit non, non, mais je suis pas dopé. Mais c'est les steaks mexicains, en fait. Ils mettent du clenbuterol pour qu'ils soient plus grands. Et en vu que je mange beaucoup de steaks, ben, c'est pour ça que je suis devenu costaud. C'est dingue. Ouais, Conor Ben avec les œufs. Enfin, il y a toujours des excuses complètement claquées là. On sait dans tous les sports pour le coup, parce que ceux qui suivent le tennis, t'as Sinner avec cette histoire de kiné. Ah oui, non, mais c'est un complément alimentaire qui m'a été donné par mon kiné, je sais pas quoi. Il y a toujours des trucs improbables comme ça. Le problème de la boxe, je trouve, quand on parle de dopage, et typiquement, c'est là bientôt, je crois, où en ce moment il y a les Enhanced Games aux États-Unis là, les championnats du monde des dopés. Donc je sais plus c'est quoi, c'est course, natation et haltérophilie ou quelque chose dans le genre. Tant que, pour moi, que tu te dopes, bon, enfin t'as pas le droit, machin et tout. Mais si tout le monde se dope et que tout le monde est d'accord pour se doper, tu soulèves des poids, on s'en fout. Le problème de la boxe et des sports de combat de manière générale, c'est que tu mets la vie en danger du mec qui est en face de toi. Et moi, c'est ça qui me plaît vraiment pas. Le dopage dans les sports de combat, je trouve ça terrible.
Et on a eu quand même quelques exemples hein, à travers le temps de mecs qui ont massacré un autre gars dans la cage, dans le ring, etc. et qui se sont avérés être dopés à la fin. Moi, il y a un truc que j'ai envie de dire, et je vais le dire parce que je suis chauvin, mais du coup, Cocorico, parce que Munguia a été obligé de se doper pour battre Suras, quoi. Voilà. Donc Bruno, il était tellement fort et il lui a fait tellement mal au menton dans le premier que dans le deuxième, il a été obligé de se piquer pour arriver et se dire ah, je vais survivre au coup du français. Voilà. Donc Bruno, il est fort à ce point. Voilà. Moi, c'est tout ce que je retiens de ça. Par contre, effectivement, Reynoso, va falloir commencer vraiment à en parler. Le problème, c'est que enfin, la boxe, c'est quand même un tout petit monde. On pourra dire ce qu'on veut. Reynoso est très très proche de beaucoup d'instances, principalement de la WBC, pour pas citer Monsieur Souleymane, qui lui-même est très très proche de trucs de contrôle antidopage, puisqu'il a déjà fait quand même des petits zigzags sur pas mal de cas, sur pas mal de dossiers. Donc c'est marrant que Reynoso s'en sorte, comme tu dis, il y a plein d'autres sports, ou même je pense que dans la boxe, hein, il y en a plein d'autres qui s'en seraient pas sortis comme ça. Reynoso, ça commence à faire beaucoup dans son écurie quand même. Tous les mecs qui tombent, c'est abusé. T'as raison, hein. WBC, ils sont engagés avec le programme VADA. Donc VADA, qui est une agence antidopage, qui est l'agence qui a contrôlé positif Munguia. Autre chose, et on verra, et j'espère me planter, mais c'est la fédération anglaise, la BBBOFC, qui gérait cette soirée à Riyad et qui est donc responsable de ce contrôle positif et de changer le combat en no contest et des éventuelles sanctions. Quand tu sais, pour avoir échangé avec des gars du Twitter boxing anglais, le peu de moyens qu'a la BBCOFC et les énormes moyens qu'ont le camp Canelo, je peux vous prévenir déjà qu'il n'y aura pas de suspension ou alors très très courte. Hein. Vous attendez pas à ce qu'ils en prennent plein la tête parce qu'en fait, s'ils vont en justice et qu'ils commencent à mettre des moyens, la BBBOFC pourra jamais suivre financièrement. Donc vous attendez pas à une énormité en termes de suspension. Autre truc sur lequel je voulais vous faire réagir avant des dernières infos pêle-mêle, les gars, on a eu ces dernières heures une info qu'on était tout proche d'un deal pour David Benavidez contre Callum Smith. Donc là on parle chez les mi-lourds. David Benavidez, hein, vous connaissez l'histoire, qui attend de pouvoir affronter potentiellement Bivol. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat ? Et est-ce que ça veut dire, cette info, elle m'a donné un petit sourire parce que ça veut dire qu'on se dirige quand même vers Bivol Beterbiev 3, non ? Si je dis pas de bêtises, vu ce qu'on attendait derrière. Clairement, l'épouvantail. Où qu'il aille, il est esquivé par les champions. Donc c'est tellement dommage pour lui. Moi, il fait partie de nos chouchous. Hein. On vous fait encore une référence vers la vidéo sur les pound for pound, sur le top pound for pound. Benavidez, franchement, chaque fois qu'il boxe, pareil. Hein, ça me fait pas comme Crawford, mais pas loin en vrai. Parce que c'est vraiment un combattant qui fait du spectacle. Et j'apprécie beaucoup le voir. Donc je suis très content de le voir combattre. Mais c'est toujours pas le combat qu'on veut, quoi. Sachant que petit à petit, il perd les occasions. On sait qu'il a loupé Canelo. Là, il va peut-être louper Bivol. Donc c'est tellement malheureux. Ça me saoule un peu, mais je suis quand même content d'avoir l'annonce. Mais c'est vrai que si j'avais le choix entre un Benavidez Bivol et un Beterbiev Bivol 3, je pense que je préférais le Benavidez Bivol, clairement. Je suis très excité par le combat contre Smith. J'aime beaucoup Callum Smith. Benavidez va l'éclater. Voilà. Donc je suis très excité par le combat. J'adore Callum Smith, mais Benavidez va l'éclater. Et effectivement, je suis d'accord. On se dirige vers un Bivol Beterbiev 3, du coup, assez clairement. À moins que Bivol ait décidé de prendre sa retraite en cachette. Mais sinon, si Benavidez combat contre Smith, ouais, c'est clairement. Ce qui est marrant parce que du coup, c'est un combat d'activité, entre guillemets, en attendant de pouvoir prendre le champion Undisputed. Sauf que sacré combat d'activité parce qu'il combat contre le mec qui est classé dans le top partout dans la KT. Et surtout, David Benavidez, il a quand même un malheur absolu dans tout son truc. C'est qu'effectivement, comme disait Kabir, il est évité partout. Mais surtout, ça fait 2 catégories d'affilée dans laquelle il est, où il y a un champion Undisputed. Et en fait, tu peux même pas aller gratter une ceinture, puisqu'il y a un gars qui a toutes les ceintures. Et donc, si le gars qui a toutes les ceintures, il a décidé de t'éviter, comme ça a été le cas avec Canelo chez les Super Middle, et comme là, j'irais pas jusqu'à dire que Bivol ou Beterbiev évite Benavidez, c'est pas ce que je dis. Mais du coup, s'il décide de pas combattre contre toi, t'as pas de chance au titre mondial. David Benavidez, il est pas champion du monde. Ah, il est né à la mauvaise époque, hein, comme Gold Roger. C'est vraiment pas. C'est trop un problème parce que du coup, on le verra. Et là, si en fait, c'est ce que je me dis, si si Bivol s'en va quitte et prend sa retraite avec l'Undisputed, pareil, ouais, ça va rester un immense what if. Ah ouais. Il a jamais pris Canelo, il a jamais pris Bivol, c'est-à-dire qu'il aura jamais pris les meilleurs et eux ils seront en bénéf parce qu'ils vont rester entre guillemets dans la legacy, dans l'histoire et lui il va rester parce que chez les Light Heavy finalement après il y a plus grand monde hein, si Beterbiev et Bivol s'en vont.
Donc Ah, il va non, rester c'est tout clair. seul et il va peut-être avoir l'Undisputed, mais ça aura jamais l'impact qu'aura eu Bivol ou Beterbiev parce qu'il aura jamais un boxeur face à lui qui pourra lui mettre un tel niveau d'opposition. Vu la situation dans laquelle il était, finir sa carrière sans avoir affronté Canelo, Bivol et Beterbiev, c'est super dur Mais pour même lui. d'un C'est point de vue su- financier, là, je pense à Canelo, là, Ouais, Canelo c'est- Money. Même moi, j'aimerais prendre Canelo vu l'argent que ça peut ramener. Ah non, mais c'est dur pour lui, ça c'est sûr. On n'avait pas débriefé aussi le Nakatani Nishida, c'était pour le championnat unifié des bantams. Junto Nakatani qui devait bien sûr s'imposer pour faire sa première unification et puis continuer de faire grimper cet immense fight qu'on aura au printemps 2026 au Tokyo Dome contre Naoya Inoue. On va pas faire le débrief, un festival de percut de Nakatani qui est dès le premier round, c'était du grand n'importe quoi ce combat. Magnifique à voir si vous l'avez pas vu. Et juste, voulez-vous savoir, il va passer en super bantam, c'est plus ou moins annoncé. Donc pour rejoindre la catégorie de Naoya très vite, il va lâcher ses ceintures. Ça vous amuse de voir qui en super bantam en petit test? Il va faire 1 ou 2 combats avant Inoue, donc ça vous amuserait de voir qui, les gars? On fait ça rapidos. Un petit tapalès, hein. Un petit tapalès pour la guerre si c'est possible. Moi, j'aurais dit Neri ou Goodman. Ok. Mais Tapales, ouais, aussi. Pareil, Good- ça marche aussi. Goodman qui va affronter d'ailleurs, qui sera sur la carte du 16 août là, à Riyad, il affronte Nick Ball. Nick Ball qui compte. D'ailleurs. Aussi, mais malheureusement, Nick Ball, il est pas assez, on va dire, pas assez prêt pour ce haut niveau d'opposition. Nick Ball, on adore le voir et on l'a vu même sur les cartes Riyadh Season. Il fait du super taf, mais Nakatani, c'est pas encore le moment, je pense. Ah, puis non, mais Nick Ball, par contre, ce serait bien que le champion phaser affronte des phasers pour défendre son titre parce qu'il est un peu spécialiste d'affronter les super bantams. Non, moi, Nakatani, c'est simple. Alors, je sais que pareil, c'est peut-être contre Tapales d'ailleurs. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était dans les tuyaux. Mais moi, j'aurais aimé voir Cardenas. C'est top. Il vient de mettre dans Inoue. Il vient de livrer une guerre à Inoue. Si tu prends Cardenas tout de suite et que si jamais Nakatani l'éclate en 3 rounds, eh ben, on fait encore grossir la hype, tu vois, du Nakatani Inoue. Parce C'est vrai, qu'on sur le peut- narratif, ça peut passer, ouais. Tu me connais, je suis journaliste, Kabir, storytelling. Storytelling tout de suite, on y va tout de suite. Après, Neri, il l'a mis dans Inoue, non? Oui, aussi, c'est vrai. Et je pense que Neri, c'est plus crédible que Cardenas sur le CV. Tu peux jouer sur. Ouais, t'as raison. Moi, j'étais plus sur la culture de l'instant, quoi. Voilà, les souvenirs immédiats. Mais dans le fond, t'as raison. Après, je pense De que c'est fou. une meilleure préparation parce que s'il a que 1 ou 2 combats avant d'affronter Naoya, je pense qu'il faut pas réfléchir en mode tune-up fight. Il n'a pas besoin Nakatani de faire les tune-up fight. Vraiment pas. Donc je pense qu'il faut réfléchir en termes de difficulté d'opposition et il faut faut qu'il arrive avec du rythme. Il faut qu'il arrive avec du rythme et avec de l'opposition et avec des guerres. Et je pense que Neri, Goodman, Tapales, effectivement, ça marche aussi, tu vois. Je pense que là, Tapales, Neri, peut-être même les 2 meilleurs pour se préparer pour Inoue, en fait. Pour se préparer à prendre des coups durs et à prendre des mecs qui vont à la guerre, quoi. Ouais, non, totalement. Mais t'as raison, de toute façon, il peut pas prendre de ceinture tout de suite puisque c'est Inoue qui a toutes les ceintures. Donc, c'est là où c'est plus compliqué. Je vous donne quelques news pêle-mêle pour tout vous avouer, parce qu'on est toujours honnête sur Jab Live, parce que je suis en timing très serré pour rejoindre Marseille et Bruno Suras au moment où on enregistre. Donc, on n'a plus énormément de temps. On parlait d'Inoue, il a fait quand même 4 millions 2 en gate un dimanche soir contre Cardenas à Las Vegas, dans un week-end où il y avait eu Canelo à Riyad et puis il y avait eu Times Square à New York. Hein, le mec Ouais, qui il nous était a pas fait une... taire, hein. C'est vrai qu'on disait Voilà. on se lève plus pour voir Canelo, mais pour voir Inoue, mais c'est vrai qu'on continue quand même, hein. Non, mais disons que le mec qui était censé pas être une star pour les Américains, ça va, ça va, ça se défend quand même. Puisqu'on reste sur la boxe japonaise, on a eu l'annonce de nouveau combat du chouchou Kenshiro qui affrontera Ricardo Sandoval. Ce sera le 30 juillet pour défendre une nouvelle fois l'activité de Kenshiro. C'est un délire, hein, les gars. Ouais, puis il est passé même dans le top 10 The Ring, hein, c'est cool. Pas Ouais, mal. ouais. Ah non, non, mais Donc, ça lui donne aussi de la visibilité. la reconnaissance arrive. Sur la même carte, il y aura Daigo Iga contre Antonio Vargas pour le titre WBA Bantam, puisque Seiya Tsutsumi est champion in Recies, et Kiyosuke Takami contre Eric Rosa pour le titre WBA Light Fly. Takami, c'est un gros talent aussi qui vient du Japon pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et mon petit chouchou prospect Yuta Sakai a signé sa 4e victoire en 4e KO depuis ses débuts de carrière pro. Vous allez en entendre parler très très vite aussi. C'était la page Japon qui s'est terminée, les gars. Parlant prospect sur la même carte que Nakatani Nishida, Tomoya Tsuboi, champion WBA Asia Pacifique au 2e combat pro. La classique. Et pour que je finisse là-dessus, je finis sur un coup de gueule, les gars. Riyadh Season et Turki Al Alchik sont en train de me voler les frères Tsutsumi et ça m'énerve beaucoup. Et Raito Tsutsumi, le grand prospect qui est devenu ring ambassador, va faire donc son 2e combat à New York contre Eric Hanley. Ce sera le 12 juillet. Juillet, on va avoir beaucoup de choses à se dire, les gars, parce qu'il y a un Usyk Dubois dans un mois pile. Il y a Bam qui est de retour. Ça va être un gros mois pour Jabenouk, je pense. Mais donc, il affronte Eric Hanley. Et tu sens qu'en fait, il va être
Reto Tsutsumi, au lieu de faire une carrière à la japonaise, où on va lui mettre de la vraie opposition, on va l'accélérer vite, il va faire une carrière à l'américaine. Et on va l'amener à 15-0 ou à 20-0 avant qu'il ait des trucs, et ça m'énerve de fou. Et son frère Hayato, qui a un talent incroyable, est lui aussi devenu ring ambassador, et on le met contre Kaïs Ashkaf le 16 août à Riyad. C'est la pire opposition que j'ai vue depuis le début de carrière de Hayato Tsutsumi. C'est juste pour le faire briller là-bas, c'est sur la carte de Moses Itoma, Dillian White. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Touchez pas à mes boxeurs du Japon, faites n'importe quoi avec les autres si vous voulez, mais ces mecs-là, laissez-les dans les constructions de carrière japonaises. J'en peux plus qu'ils fassent n'importe quoi là. Si vous voulez réagir là-dessus, rapidos. Ouais, on l'a vu à Times Square, on a vu à quel point ils ont voulu surbomber et survendre Tsutsumi, l'un des frères Tsutsumi, et Reito en l'occurrence, et que ça s'est super mal passé. Moi, je trouve que ça s'est super mal passé parce que l'événement, déjà, il a été d'une production catastrophique et l'effet escompté, il n'a pas été trouvé. Donc, je trouve qu'on est en train de bypasser tout le circuit japonais pour faire justement mettre en avant les combattants, moi, je trouve, qui est très bien rodé. Et donc, c'est dommage. Tu t'en parlais tout à l'heure. Faire une OPBF au 4e combat pro, c'est logique dans un parcours pour un combattant japonais. Là, Pour un gros talent, en tout cas, ouais. Pour les gros ouais, talents, bien ouais. sûr. Ouais. Donc, boxer aux États-Unis sur des cartes comme ça, en tout cas, je trouve que c'est trop prématuré, c'est mal géré. Et au vu du talent des frères Tsutsumi, c'est vraiment dommage de les bomber comme ça. Malheureusement, ça va être compliqué la suite si ça continue dans ce rythme-là. Et Là, encore, moi, d'accord avec vous, parce que ouais. ça nique le système japonais, ça je suis d'accord, et le système japonais est en train de prouver qu'il fonctionne très bien. Donc apparemment, c'était peut-être pas la peine de vouloir de tenter des trucs. Enfin, ça, c'est le problème aussi du fait que le système japonais marche très bien, c'est que du coup, maintenant, il va y avoir de la starification, entre guillemets, des boxeurs japonais, même un peu de fétichisme sur les boxeurs japonais, et du coup, Turquie voulait ces 2 petits boxeurs japonais. J'en profite du coup de ce coup de gueule-là pour dire, j'ai oublié tout à l'heure, il y a la mauvaise nouvelle, c'est que c'est sur Netflix, Canelo Crawford. Il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est que c'est Dana White, le promoteur, avec son nouveau truc là. Avec sa nouvelle alliance TKO / Ring Magazine / Riyadh Season. C'est une très mauvaise nouvelle, c'est une catastrophe. 3e truc, Turquie, il est en roue libre complet. Là, son dernier tweet où il dit on en a marre des combats à la Tom et Jerry où un mec court après un autre mec et tout. Alors oui, un combat, d'ailleurs c'est le même discours qu'avait Dana White, c'est marrant ça. Un combat où effectivement les boxeurs s'évitent pendant 12 rounds, c'est très chiant, je suis d'accord et tout. Par contre, du coup, c'est quoi la limite à ce genre de discours? Est-ce qu'un boxeur a le droit d'être très fort défensivement? Du coup, est-ce que Mayweather aurait déplu à Turquie? Est-ce que Turquie aurait dit non, Mayweather c'est une pompe, tu vois? Je me pose la question. Donc, et le fait que effectivement les frères Tsutsumi rejoignent du coup ce monde-là, cet univers-là, cette écurie-là, bah, ça me plaît pas forcément. Et je suis pas. C'est bien, merci Riyadh Season d'avoir fait les fights qu'on voulait voir. Bon, maintenant le côté monopole devient un peu chiant et le côté leur vision de la boxe devient un peu flippante. Voilà. Puis, et son commentaire, il fait flipper de fou. Hein, parce que tu vois, pour rester au Japon, Jinjiro Shigeoka, c'était un combattant parfait pour Turquie. Par contre, il a fini à l'hôpital avec une craniotomie. Il y a des risques dans ce sport-là. Donc, avoir un discours comme ça me paraît mais hallucinant. Et pour Dana White, le petit clin d'œil sympa, c'est qu'au lieu de l'appeler TKO Boxing comme c'était prévu, ils ont ressorti le nom Zuffa Boxing. Et tu sais très bien que c'est parce que tous les t-shirts qu'ils avaient il y a 8 ans, qu'ils n'ont jamais sortis, parce que leur société n'a jamais sorti, bah, ils vont pouvoir les réexploiter. Donc, alors, pareil, ça me fait peur, tout ça. Les gars, merci beaucoup pour ce bon numéro de Jab & Hook. On est de retour, vous êtes dans ma télé, je suis à Nice. Je pense qu'on est parti et il y a un gros été, je le disais à Usyk Dubois, dans pile un mois au moment où on se parle. Va y avoir beaucoup de choses à dire, des autres coups de gueule à passer. Tant que Turquie s'attaquera à mes Japonais, je continuerai chaque semaine, je lui en mettrai si besoin. Non, mais c'est drama. Hayato, c'est drama. Avoir le pire match-up de sa carrière à ce moment-là, juste parce que tu veux le mettre à Riyad. Ouais, c'est une catastrophe. Bref, cata. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir comme d'habitude. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans les rings, pour partager notre passion commune. Et il y aura beaucoup de choses à dire. Et merci à tous vos commentaires. On sait qu'on a aussi des fans de la boxe sur Jab Live, donc continuez de nous suivre. N'hésitez pas à vos propositions, vos commentaires. Ça fait avancer le bousin, vous connaissez mon expression. Et on se retrouve très vite sur Jab Live pour le format boxe Jab & Hook. Salut Kabir, salut Dylan, salut à tous, à très vite. Ciao.